Dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur la notion de croissance endogène. Une notion au programme, bien entendu, qui est un petit peu technique, qui a fait l'objet d'une question au bac il y a quelques années et dont on a pu montrer qu'elle était assez mal maîtrisée par les candidats. Donc l'objectif sera de savoir expliquer comment la croissance économique peut s'auto-entretenir à partir donc de cette notion de croissance endogène. Pour atteindre cet objectif, on va utiliser des notions vues en terminale, progrès technique, productivité globale des facteurs, croissance endogène, facteur travail, facteur capital, mais aussi des notions vues en première, facteurs de production, externalités, positives, institutions, parmi lesquelles les droits de propriété et la loi des rendements décroissants. Donc pas mal de notions en perspective. Donc on va prendre comme point de départ l'évolution de la croissance économique sur longue période. On va constater qu'à part au XIVe siècle marqué par de nombreuses épidémies et famines, qui a vu la mortalité fortement augmenter, donc à part sur cette période-là, on constate que la croissance économique est un phénomène relativement récent à l'échelle humaine, puisqu'en réalité, il faut attendre les 19e et 20e siècles pour voir le PIB par habitant augmenter respectivement de 248% et 863%. Alors l'explication historique elle est bien connue, elle tient généralement aux révolutions industrielles, période marquée par des innovations dites radicales à l'origine d'une forte croissance, notamment la machine à vapeur de James Watt, la machine à tisser dont la première version est attribuée à James Earl Graves, la métallurgie avec la construction du premier pont métallique en 1779, le moteur à combustion interne, autrement appelé moteur à explosion, le téléphone, que la postérité attribue généralement à Graham Bell, et bien sûr l'électricité avec la première poule à incandescence imaginée par Thomas Edison. Donc ce premier constat est assez pessimiste puisqu'il nous conduit à penser que peut-être nous serions condamnés à attendre l'avènement de quelques inventeurs de génie pour espérer avoir de la croissance. Bon, en réalité, ce n'est pas le cas, et un groupe d'économistes va le montrer de manière, je crois, assez convaincante, à partir des années 80 et 90 aux États-Unis, ce sont les théoriciens de la croissance endogène. Pour eux, la croissance repose sur des processus auto-entretenus liés au fait que le progrès technique est endogène. Donc pas besoin d'attendre le hasard de certaines découvertes scientifiques, en réalité, la croissance peut s'auto-entretenir. Donc ces économistes font essentiellement des mathématiques, c'est-à-dire qu'ils mettent sous forme d'équations des intuitions qui avaient été faites bien avant eux par des économistes classiques. Alors le point de départ de leur démonstration consiste à souligner l'insuffisance du modèle traditionnel utilisé par les économistes pour expliquer la croissance. Ce modèle, on l'a vu en première. Il consiste à imaginer une fonction de production consistant à mettre en relation les volumes produits, les quantités produites, avec les quantités de facteurs de production utilisés. Dit autrement, plus on va investir dans du capital fixe, K, et plus on va travailler, plus on va produire. Donc on peut modéliser cette fonction de production en mettant en relation la quantité de capital utilisé, K, avec la quantité de travail utilisé, L, et constater que la production consiste à combiner ces facteurs de production dans des combinaisons productives, ici A, B et C, pour atteindre un certain niveau de production, ici 1, 2 ou 3. Donc, ce qui est critiqué par les théoriciens de la croissance endogène, c'est l'importance que ce modèle traditionnel accorde à la loi des rendements factoriels décroissants. Donc d'après cette loi, eh bien, le coût marginal, assez rapidement, dans l'entreprise, est croissant. Ce qui entraîne que, assez rapidement, la productivité marginale est décroissante. Et donc, au final, la production est condamnée à progresser de manière extrêmement ralentie, assez rapidement. Donc, ce modèle, il a fait l'objet essentiellement de deux critiques de la part des théoriciens de la croissance endogène. Alors, première critique, ce modèle traditionnel sous-estime l'importance des rendements factoriels croissants à moyen et long terme à l'intérieur des entreprises, notamment parce qu'il existe ce qu'on appelle un phénomène de learning by doing dans les entreprises. Si on prend l'exemple du taylorisme-fordisme, les ouvriers
à force de répéter toujours le même geste, eh bien, le font de mieux en mieux et de plus en plus rapidement. La qualité du management également permet d'améliorer l'organisation du travail sans augmenter nécessairement la quantité de capital utilisé. Deuxième critique, plus importante, c'est qu'il existe des interactions entre agents économiques. Ces interactions favorisent la diffusion du progrès technique et permettent d'obtenir des rendements factoriels durablement croissants au niveau macroéconomique, même si les rendements factoriels sont décroissants au niveau microéconomique. Les théoriciens de la croissance endogène rajoutent un autre élément. Ils soulignent l'importance des institutions de qualité peuvent renforcer le caractère endogène du processus de diffusion du progrès technique en favorisant l'apparition d'externalités positives. L'exemple typique est celui des brevets, qui sont des droits de propriété industriels et qui garantissent aux entreprises innovantes qu'elles seront les seules à pouvoir exploiter les bénéfices de leur innovation, ce qui contribue à inciter leurs concurrentes à investir elles-mêmes dans la recherche pour pouvoir obtenir des brevets. Donc au final, le modèle est reformulé, les coûts marginaux sont durablement décroissants, la productivité marginale est durablement croissante, et donc la production a tendance à augmenter sur des périodes beaucoup plus longues. Alors quelle validité pour ce nouveau modèle? Pour répondre à cette question, on va regarder le niveau de croissance économique dans différents pays. Donc ici sur la période 1985 et 2011. Si on prend le cas de la France, on constate que sur cette période, le PIB a augmenté chaque année en moyenne de 1,9%. Et que cette augmentation s'explique principalement parce que le facteur capital a lui-même progressé chaque année en moyenne de 0,7%. Et que le facteur travail, qu'on mesure généralement par le temps de travail, a progressé chaque année en moyenne de 0,2%. Donc mathématiquement, alors ne soyez pas impressionnés par la formulation mathématique, on constate simplement ici que le taux de variation du PIB, c'est-à-dire la croissance économique, dépend du taux de variation du capital fixe et du taux de variation du facteur travail. Donc dans le cas français, le taux de variation du facteur capital est de 0,7% et celui du facteur travail est de 0,2%. Donc les deux associés, on obtient un taux de croissance économique de 0,9%. Et là, qu'est-ce qu'on constate? En réalité, c'est que le taux de croissance constaté pour la France est de 1,9% par an en moyenne. On a donc ici un point de croissance qui est inexpliqué. Il y a un point de croissance qui ne peut s'expliquer ni par les investissements dans du capital fixe supplémentaire, ni par la hausse du temps de travail global. Ce qui est vrai pour la France est vrai pour tous les pays. Le taux de croissance du PIB n'est jamais strictement égal à la somme du taux de croissance du capital et du travail. Ce phénomène, les économistes vont l'appeler productivité globale des facteurs. Donc si on se résume, le taux de croissance du PIB est fonction de celui du capital fixe, de celui également du travail, mais aussi d'un troisième facteur de production qui est la variation de la productivité globale des facteurs. Cette productivité globale des facteurs, elle exprime la qualité des combinaisons de facteurs utilisés. Et elle est nécessairement obtenue de manière endogène. Il n'y a que comme ça que l'on peut expliquer la part de croissance non directement expliquée par l'accumulation de capital et de travail. Dit autrement, la productivité globale des facteurs apparaît comme une externalité positive de la combinaison productive. Le simple fait de travailler plus ou d'augmenter le stock de capital entraîne des effets positifs non forcément prévisibles et prévus, ce qui correspond à la définition d'une externalité. Cette productivité globale des facteurs permet en outre aux économistes de mesurer indirectement la contribution du progrès technique à la croissance. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? La première chose, c'est l'importance du progrès technique. Le progrès technique est un facteur de production à part entière. Donc ça, c'est un élément qu'on savait déjà et que les théoriciens de la croissance endogène rappellent.
Deuxième élément, on appelle productivité globale des facteurs l'outil utilisé pour mesurer la contribution du progrès technique à la croissance. Troisième conclusion, la plus importante ici, c'est qu'une partie du progrès technique, voire la totalité, est obtenue de manière endogène, c'est-à-dire auto-entretenue, ce qui permet de repousser dans le temps les effets de la loi des rendements décroissants. On peut schématiser ces conclusions en montrant que le progrès technique est au cœur de la croissance, puisqu'il entraîne des externalités positives. Il entraîne des rendements croissants à l'origine d'une forte croissance économique. Cette croissance économique augmente les capacités de production, incite les entreprises à investir dans du capital de plus en plus riche en technologie. Mais pour que ce schéma, ce cercle vertueux puisse se mettre en place, il faut que puissent s'établir des interactions entre différentes formes de capital. Ces différentes formes de capital, quelles sont-elles? Il y a évidemment le capital fixe, les machines, les robots. Cette robotisation n'est possible que s'il y a suffisamment de capital technologique et humain, ce qui passe donc par l'investissement dans la recherche-développement, dans la valorisation de l'apprentissage. Des éléments qui dépendent de la quantité du capital public, notamment les réseaux de communication, les réseaux numériques, mais aussi la qualité des écoles. Et toutes ces formes de capital dépendent elles-mêmes de la qualité du capital institutionnel, notamment les droits de propriété, notamment, très important, la confiance. Les agents économiques n'acceptent d'échanger sur les marchés que s'ils se font un minimum confiance les uns envers les autres. Donc au final, cette analyse de la croissance comme processus endogène donne une clé d'analyse de la faible croissance en France. Ainsi, on peut constater que nous sommes incapables, au jour d'aujourd'hui, d'endogénéiser notre progrès technique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre en place suffisamment d'interactions entre nos différentes formes de capital, des formes de capital dont nous disposons pourtant en grande quantité. Donc pour pouvoir endogénéiser notre progrès technique, il faudrait adopter ce qu'on appelle des réformes structurelles. Par exemple, réformer le marché du travail, réformer l'apprentissage ou, plus généralement, le système éducatif dans son ensemble, mieux valoriser la recherche, etc. Bref, on se retrouve face à un problème économique fondamental que les hommes ne parviennent à résoudre qu'à certains moments de l'histoire. Donc ils ont mis très longtemps avant de le résoudre pour la première fois, puisqu'il a fallu attendre les révolutions industrielles. Et que ce problème n'est toujours résolu que de manière provisoire. C'est-à-dire qu'il faut inventer en permanence des nouveaux modèles économiques pour stimuler durablement la croissance.